Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs visions et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Alors aujourd'hui, je suis avec Grégoire Monconduit, le dirigeant et l'un des 3 fondateurs d'Atelier Rosemood, cette start-up nantaise spécialisée dans la vente en ligne de faire-part, d'albums et de tirages photos. Je préfère vous prévenir tout de suite, j'ai eu quelques petits problèmes techniques en enregistrant cet épisode. Et oui, il y a des jours comme ça où tout ne se passe pas comme on l'avait prévu. Bref, ce que je retiens dans cette histoire, c'est surtout la réaction de Grégoire qui n'a pas hésité à mettre la main à la pâte pour m'aider. Mais je vous rassure, malgré tout, on a pris le temps d'échanger sur le succès et l'histoire de Rosemood, qui est quand même devenue en moins de 10 ans une marque incontournable dans son secteur. Et vous le verrez, c'est avec beaucoup d'honnêteté que Grégoire nous raconte son parcours, nous livre ses erreurs et ses impressions. Et au-delà du discours, j'ai vraiment aimé ce que dégageait Grégoire, sa simplicité, son humilité, son humour et sa spontanéité. Bref, je vous laisse en sa compagnie. Belle écoute. Hello Grégoire. Bonjour Éléonore. Merci d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. On se trouve dans vos locaux, sur l'île de Nantes. Alors Grégoire, avant de parler plus longuement de Rosemood, on va d'abord s'intéresser à toi. Raconte-nous qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours ? J'ai 47 ans. Donc, je suis un vieux de la vieille. Je suis né en 1973 à Rennes et j'ai vécu 7 ans là-bas. 7 années, donc j'étais tout jeune, évidemment. Et après, on a déménagé à Paris. Et donc, moi, j'ai grandi à Paris. J'y ai vécu de 7 ans à 37 ans. Moi, j'ai fait prépa, donc j'étais scientifique, donc SUP-SP. Ensuite, j'ai intégré Polytechnique. Et puis après Polytechnique, j'ai fait l'école des ponts en école d'application. Voilà. Et en fait, moi, j'adorais les sciences. Et donc c'est naturellement que je me suis tourné vers cette filière-là. J'ai adoré. Et puis lors de mon école d'application au Pont, au tout début en fait de mes études, je me disais bon, je vais être scientifique ou je vais être chercheur ou je vais être astrophysicien. Et puis après j'ai vite vu que c'était hors de ma portée et donc je me suis orienté vers des choses un peu plus basique, quoi. Enfin basique non, je sais pas, mais plus accessible pour moi. Et donc je me suis intéressé à tout ce qui était environnement de production. J'aimais bien en fait l'univers des usines, l'univers de la prod. Mon père m'en parlait beaucoup aussi parce que il était prof de droit, mais il travaillait aussi pas mal avec des gens qui bossaient dans des environnements de production. Et je trouvais ça canon, intéressant humainement et technologiquement. Enfin bref, j'aimais bien. Et donc je me suis dit que j'allais faire ça. Et donc j'ai fait une année de stage long à Buenos Aires. Ça c'était en 98-99. Donc je m'en souviens très bien parce qu'on venait de gagner la Coupe du Monde de foot en France. Et là moi je suis arrivé à Buenos Aires. Donc le Français qui avait gagné, c'était canon. On avait battu les Brésiliens, en plus les frères ennemis des Argentins. Et donc j'étais là-bas dans une usine de gâteaux secs du groupe Danone. Une usine, en fait le LU local. Et donc j'ai bossé là-bas 1 an, c'était canon. J'ai appris l'espagnol, appris la prod, et comme j'étais le seul français dans un environnement 100% argentin et de production, j'ai eu une intégration parfois compliquée, mais aussi passionnante. Et je me suis fait beaucoup de copains là-bas, avec qui je suis encore en contact. Et c'est une expérience que j'ai adorée. Et après, je rentre en France, je fais une dernière année d'études. Ça remplace ma dernière année des ponts. Je vais au Collège des ingénieurs, qui est un diplôme de plutôt orienté sur marketing finance, qui est là pour des ingénieurs qui veulent finalement plus être ingénieurs après une année de stage en production, par exemple, ou qui veulent découvrir autre chose tout simplement. Et donc je fais ça. Alors ça c'était 99-2000. Donc là on était en pleine bulle internet et pendant cette année d'études qui était canon, c'était un environnement assez international avec des élèves qui venaient un peu partout en Europe, avec des profs super sur des thématiques que je découvrais quoi forcément. C'était aussi donc on n'était pas dans l'explosion de la bulle internet, mais on était dans le gonflement de la bulle. Et c'est là où avec des copains on réfléchit à un premier projet qui a tourné court, que j'ai pas du tout mené au bout. Mais c'est là où pour la première fois j'ai commencé à raconter à des copains plus tard je vais peut-être monter ma boîte, autant pour frimer qu'en y croyant vraiment. Et donc à l'époque j'avais bossé sur un projet de boîte pour faire des sondages en ligne. Et ça n'a pas marché. Et donc je suis revenu dans mes 22 et
Comme je ne savais toujours pas quoi faire, je suis allé faire du conseil en stratégie au BCG. Et au bout du compte, au bout de 6 ans, je suis quand même resté 6 ans là-dedans, je me suis rendu compte que c'était que j'étais plus fait pour ça, quoi, il y avait une exigence à laquelle je n'étais pas forcément capable de répondre, d'une part, et puis j'avais parfois, pas toujours, mais parfois du mal à saisir et à être aligné avec le sens de ce que je faisais. Puis surtout, c'était d'une exigence folle. Et encore une fois, je n'étais pas capable d'y répondre. C'était à une époque où mon deuxième enfant est né aussi, que j'ai décidé de partir, parce que là, j'y arrivais plus, quoi. Oui, et puis tu me confiais que c'était à ce moment-là que tu avais quitté ton job au BCG, que tu avais pris 2 mois de vacances pour te reposer et que tu avais une nouvelle idée de projet à monter. Je feuilletais le journal, j'étais en Bretagne, je feuilletais Ouest France, et je suis tombé sur les pages du carnet du jour. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, dans la presse quotidienne régionale, la PQR, tu as des annonces de naissance, mariage et beaucoup d'essais des personnes du coin. Donc comme le Ouest France, il doit avoir 45 éditions locales, mais peut-être même plus. Et donc tu as autant d'éditions différentes des personnes du territoire à qui il est arrivé un événement soit heureux, soit malheureux. Et donc là, on est à l'été 2006. Et je me dis, bon tiens écoute, c'est génial, ce truc-là n'existe pas sur Internet, donc je vais faire ça sur Internet. Et donc là c'est marrant parce que je suis persuadé d'avoir l'idée du siècle, j'en parle à personne sinon on va me la piquer, je suis persuadé de mener ça hyper facilement, efficacement et d'amasser une fortune colossale, enfin bon bref, c'est assez marrant. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la manière dont vous le racontez sur votre site. Ah, c'est gentil. Alors, je cite, parce que du coup, je l'ai noté. En 2006, donc Grégoire a une première idée. Elle est si géniale qu'il n'en parle à personne, de peur d'être doublé. Grégoire parle enfin de son idée à Antoine. Elle est si géniale qu'Antoine n'hésite pas une seule seconde et s'associe avec Grégoire. Un premier site web est lancé. L'idée est tellement géniale que ce premier site web est un échec complet. Ouais, exactement. Et en fait, ce que je raconte souvent, c'est qu'il y a eu un intermède à la FNAC entre les deux. Je suis sur mon parcours perso parce que à la fin du BCG, donc j'avais cette idée-là. Et puis à l'époque, je suis allé bosser à la FNAC 1 an et demi. Le temps pour Antoine de mener un peu ce projet tout seul d'abord, de faire un site en version, on va dire, alpha. Moi, je m'occupais de la levée de fonds en parallèle pendant que lui faisait les opérations de ce site-là. Et quand on a levé les fonds ensemble avec Antoine, eh bien, là, j'ai pu quitter la FNAC et le rejoindre et être à plein temps sur ce projet. Et donc, ce projet-là, moi, je suis à plein temps dessus à partir de fin 2008. Et donc, pareil, hein, on est sûr que ça va cartonner. Évidemment, ça ne cartonne pas du tout. Mais ça aurait eu un intérêt, c'est que ça m'aura permis de sauter à l'eau. Et à quel moment est-ce que vous vous dites avec Antoine, ça ne marche pas, ça prend pas, allez stop, on arrête les frais? Alors à des moments différents, lui et moi. Lui, il se l'est dit assez vite. Direct, il n'en pouvait plus, quoi. Il disait mais ça marchera jamais. Et alors moi, il était un peu plus acharné, donc j'y croyais. Donc du coup, ça pouvait donner lieu à des discussions non pas tendues, mais on n'était pas d'accord, quoi. Parce que moi, je voulais plus, je voulais davantage continuer, davantage essayer. Et puis, en fait, assez vite, hein, parce que début 2019, on a donc lancé la deuxième version du site, et puis on a essayé de commercialiser tout ça et de le faire connaître. Ça n'a pas marché, et à partir de l'été 2019, on s'est dit qu'on arrêtait ça. Et comme on s'était un peu intéressé au monde on était dans le faire-part virtuel, et donc un de nos canaux d'acquisition, c'était le référencement naturel. Et donc sur le référencement naturel, on se battait avec les sites sur les mots-clés faire part. On voit toutes ces entreprises qui font des faire part, on regarde les sites internet, on trouve qu'ils sont hyper moches, vraiment hyper moches, et on télécharge et pour certains d'entre eux, on arrive à obtenir les informations sur les chiffres d'affaires et les rentas, et on voit que c'est des sites qui vivent très bien. Et nous à l'époque, quand on faisait... on devait faire 2000 ou 4000 euros de chiffre d'affaires par mois, donc incroyable. Et c'est évidemment pas avec ça qu'on peut vivre. Et quand on voyait des sites de faire-part moches qui faisaient 500, 600, 700 000 euros de chiffre d'affaires, ça nous semblait phénoménal. Et on se disait, mais ça nous suffirait largement de faire ça. Nous, tout ce qu'on veut maintenant, c'est de vivre de ce qu'on fait, de faire un truc joli et puis d'en vivre. Et donc, partons là-dessus. Et puis en parallèle, c'était l'époque où on avait nos premiers enfants et on avait essayé du coup d'acheter nos faire-part sur Internet et on n'avait pas trouvé ce qu'il nous fallait, quoi. Donc on s'est dit pourquoi pas, c'est un marché qui existe. Nos futurs concurrents font des choses qui sont un peu kitsch, qui sont pas top. Essayons de faire un site dans lequel nous on ait envie de se retrouver. Et puis ça marchera sans doute, quoi. Voilà. Et c'est là où je disais que la perception était très différente et très importante en fonction de l'endroit où on se trouve. Parce que quand j'étais salarié, j'ai quitté mon job de salarié pour aller faire ce projet de carnet du jour en ligne parce que c'était un projet qui n'existait pas et dont je pensais qu'il avait
un très fort potentiel, donc ça m'a encouragé à sauter le pas. Mais si on m'avait dit en tant que salarié, écoute, viens pour faire un site de faire-part, mais j'y serais pas allé parce que je me serais dit, non, ça existe déjà, etc. Certes, ce qui existe, l'offre existante est un peu moisie, mais pour moi, l'aspect d'innovation était fondamental dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'aurais jamais sauté le pas. Je fais une petite parenthèse sur Antoine parce qu'on en a peu parlé. Tu disais qu'Antoine avait plutôt un profil ingénieur. Ça m'intéressait de savoir comment est-ce que vous êtes connus tous les deux et à quel moment vous avez décidé de vous associer. Alors en fait, ça a été un coup de chance, quoi, et assez rapide. Moi, j'avais cette idée donc de faire ce carnet du jour en ligne, là, voilà. Et quand je quitte le BCG, je m'apprête à aller à la Fnac. Et je dis à mon beau-frère, c'est terrible parce que je vais à la Fnac, mais j'ai une idée de business qui est incroyable. Et je passe à côté d'une idée. Et j'ose pas y aller sans salaire, j'ose pas y aller sans chômage. Donc je prends ce job à la Fnac. Mais je suis hyper frustré. Et j'aimerais tant trouver un associé ou quelqu'un qui puisse faire ce job à plein temps pendant que moi, je reste bien au chaud à la Fnac, que je m'occupe de la levée de fonds et qu'on se rejoigne une fois que la levée de fonds est faite. Et il dit, écoute, ça tombe bien parce que moi j'ai un bon pote qui vient de quitter son boulot, qui lui a le chômage et qui cherche un projet et qui souhaite pas souhaite pas chercher un job, il souhaite vraiment un projet d'entrepreneuriat. Et donc je rencontre Antoine à Paris dans un café près de l'Opéra. Je lui expose mon idée géniale et il est la deuxième personne au monde et peut-être la seule et unique à trouver cette idée géniale aussi. Donc il dit top là, on y va et on s'associe comme ça hyper rapidement. Et c'est là où tu me racontais qu'il vous manquait à la fois un profil féminin, mais aussi des compétences marketing, com, pour compléter votre duo finalement. Ouais, exactement. Et ça faisait longtemps qu'on le cherchait, ce profil, parce que nous, on nous l'avait dit dès le départ qu'il nous manquait ce profil-là et on était assez d'accord. Donc on avait rencontré quelques personnes, quelques filles qui soit se disaient intéressées pour rechercher un projet, soit que nous, on avait contacté. Et donc, elles nous voyaient, nous les deux losers, avoir un site un peu moisi, essayer de lancer le carnet du jour en ligne. Et donc, toutes les filles se barraient en courant, quoi. C'était vraiment l'histoire de ma vie. Et donc voilà, ça marchait pas. Et puis on a fini quand même fin 2018 par tomber sur Hélène Germain. Donc nous on l'appelle notre miracle germanique parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on cherchait quelqu'un et on va déjeuner dans la brasserie du coin et puis là on déjeune avec Hélène et voilà, on lui expose notre projet et puis Hélène, elle venait d'avoir aussi un de ses enfants, je crois. Elle avait eu la même expérience un peu décevante sur Internet. Et puis, elle a beaucoup de goût, évidemment. Et donc, elle a vu tout de suite qu'il y avait un potentiel pour une offre qualitative. Donc, de la même manière qu'avec Antoine, on s'est associé très vite. Avec Hélène, pareil, on s'est associé direct, quoi. Et on s'est tout de suite très bien entendu. Et voilà, et ça fait des années que ça dure. Donc ça, c'est canon. Et alors, du coup, aujourd'hui, comment est-ce que sont répartis les rôles entre vous ? En fait, alors maintenant, au début, la question était légitime au début, c'est-à-dire qu'effectivement, on dirigeait l'entreprise beaucoup à 3. Mais maintenant, en fait, on va dire qu'on dirige la boîte, on est 7 au sein d'un CODIR, et que c'est surtout au niveau de ce CODIR qu'on se répartit les rôles. Il y a Antoine qui s'occupe de tout ce qui est graphisme, mais pas le produit que l'on vend. Plutôt, une fois qu'une commande est réalisée, comment est-ce qu'elle est traitée avant d'être envoyée à l'impression. Et puis, il s'occupe aussi des interfaces, donc web et appli. Hélène, elle s'occupe effectivement du produit physique et de sa promotion. Ensuite, dans le CODIR, il y a Guillaume qui est notre CTO, donc qui est responsable de tout ce qui est les aspects digitaux. Voilà, donc le site et les applis. Ensuite, on a Ivan qui s'occupe de la prod. Donc la prod, c'est l'impression, parce qu'au départ, nous, on n'imprimait pas nous-mêmes, mais on imprime nous-mêmes depuis 2013. Donc c'est lui qui est responsable de ça. On a un petit atelier d'impression, enfin un petit atelier, non, un bon atelier d'impression à Treillères. Et puis ensuite, on a les fonctions plus support. Donc on a Anne-Laure à la RH et au RH, et puis Géry à la finance. Et puis moi, je suis le dirigeant, donc je coordonne tout ça. Voilà. Et puis je m'occupe en direct aussi des projets et du service client. Et si je reviens un peu sur les débuts de Rosemood, raconte-nous à quel moment tu as senti que ça allait être un succès. Quand on sort le site, on est hyper content. Et on est hyper content et on sent que nos clients sont contents. Et on reçoit tout de suite des messages. Alors déjà, mes copains avant, quand je leur disais ce que je faisais, ils me regardaient tous d'un air... ils étaient tous plus ou moins désolés pour moi en se demandant à quel moment j'allais rechercher du boulot, quoi. Et là, je sens qu'autour de moi, mon cercle proche, j'ai pas les mêmes réactions. On me dit, ah bah dis donc, c'est pas mal, c'est chouette, ça va marcher, etc. Donc ça, c'est vachement encourageant.
Et puis derrière, on a nos premières clientes qui nous disent mais enfin on trouve un site qui est beau, qui répond à nos attentes. Ah enfin, c'était une vraie bénédiction pour elles. Enfin, on répondait vraiment à une attente et on comblait une frustration réelle chez toutes les jeunes mamans. Et donc très vite en fait on a vendu, peu par rapport à aujourd'hui, mais ça nous semblait beaucoup. À l'époque je me souviens, on regardait les commandes, moi le soir je regardais dans notre back office les commandes avancées, et on avait je sais pas, au début 1 à 2 commandes par jour, et je voyais je sais plus Marie ou Sophie ou Clémentine qui étaient dans le back office. Étape 1 je choisis du faire part, étape 2 le papier, étape 3 le paiement, étape 4 c'est validé, et c'était des cris de joie dès que je voyais ces commandes arriver, quoi. Et tu te souviens justement du premier faire-part que vous avez vendu? Ah ouais, alors celui-là je m'en souviens bien, c'était marrant parce que on était sur le site à faire plein de tests dans tous les sens, et donc on passait plein de commandes avec nos cartes bleues, et j'allais tout de suite dans la console bancaire de la gestion de ces cartes bleues pour annuler les commandes pour pas que ce soit débité. Voilà, parce qu'on faisait des tests évidemment. Et puis, je vais là, voilà, j'annule tous les paiements. Et puis à un moment, j'annule le premier paiement, le premier vrai paiement. Je l'annule. Je dis, alors au début, je dis, mais non, mais quel con! J'étais vert, j'étais fou. Ouais, et non, et puis après, on en rigole évidemment. Et du coup, on a appelé le client, on lui a dit, ça tombe bien, vous êtes le premier client, on vous l'offre, monsieur. Le geste commercial hyper spontané. Mais bon, et donc, c'était ça. C'est un mec qui venait de Bretagne. Il était hyper content, et puis voilà, et après les autres on les a gardés. mais donc c'est marrant, je me souviens pas de son nom, mais je me souviens de ça. Et on a dû le recontacter 10 ans après, je crois, parce que pour nos 10 ans on a fait un truc assez sympa, totale digression, mais on a contacté, on a essayé de recontacter quasiment nos 10 premiers faire-part. Et on a interviewé les enfants qui sont nés à cette époque-là, et on en a fait une vidéo. Donc on voit les enfants qui ont 10 ans et à qui on pose des questions plus ou moins marrantes, et c'est super sympa de voir ça. Donc ça a marché, mais c'était pas non plus une surprise, parce que depuis l'hiver, depuis février-mars 2010, je savais que ça allait, j'étais confiant. Et puis ouais, après, en fait, assez vite, on a vite atteint 10, 20, enfin on a passé les étapes, quoi, X commandes par jour. Et 2010, en fait, on a fait 220 000 euros de chiffre d'affaires, je crois, entre mai et décembre. Et pour nous, c'était la folie. On faisait zéro depuis des années. Et donc, ouais, ça ne pouvait qu'augmenter, quoi. Mais donc, je disais pas que c'était gagné, mais on était hyper contents de ce qu'on faisait. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs où en fait Hélène et Antoine, ils ont vu que ça commençait à fonctionner, qu'on commençait à recruter, et ils m'ont dit hop, on va pas rester à Paris, parce qu'à l'époque on était à Paris. Mais tu vois, ça tombe bien parce que j'allais te poser la question justement, j'allais te demander à quel moment vous avez décidé de quitter Paris pour vous installer à Nantes. C'est vers début 2011, après notre première année, où on avait fait ces fameux premiers 220 000 euros de chiffre d'affaires, où ça continuait à bien booster, et où Hélène et Antoine sont venus me voir, et ils me disent voilà, nous on veut pas rester à Paris, quoi. On veut aller en province. Et alors moi je les regarde vraiment avec des gros yeux ronds, quoi. Vraiment, c'était vraiment pas mon truc. J'avais grandi pendant 30 ans à Paris. En fait, je me voyais pas déménager, je voyais même pas l'intérêt d'aller en province. Bon, c'est vrai que je ne sais pas que j'avais ce snobisme parisien, mais bon, j'en ricanais un peu quand même, forcément. Et donc je voulais pas du tout. Voilà, c'était hors de question. Qu'est-ce qui t'a convaincu? En fait, eux, je sentais que ça leur importait tellement d'y aller, qu'en quelque sorte, puis familialement aussi, c'était quelque chose qui pouvait nous aller. Et donc, on l'a fait aussi beaucoup pour eux, quoi, tout simplement. Genre, puisque vous le voulez tant que ça, bah, allons-y. Et c'est vrai que, en revanche, je leur ai dit, écoutez, on peut partir 3 ans, mais au bout de 3 ans, on rentre à Paris. Donc, c'était le deal qu'on avait. Et donc, moi, je me disais, bah, c'est bon, je peux partir, mais dans 3 ans, on revient à Paris, c'est pas un souci, quoi. Et j'étais pas sûr de moi dans cette histoire. Et donc on continue notre croissance. 2010, on fait 220 000 euros de chiffre d'affaires. Et 2011, là, on va faire 1,7 million. Donc tu vois, et tout ça en étant en plus, en 2011, on est tout de suite rentable. Et avec des investissements marketing très limités, parce que ça a toujours été un mode de développement chez nous. Donc bon, voilà, ça va, on est super content. Mais c'est vrai qu'il est temps de partir. Parce que l'année d'après, ça va continuer, on va être plus gros, quoi. Donc on prend une carte de France, et puis comme tout un chacun, voilà, on regarde, et puis on hésite. Alors on hésite entre Lyon, Aix-en-Provence et puis Nantes. Nantes, c'était un peu on va dire le deuxième ou le troisième choix de tout le monde, jamais vraiment le premier,
Mais comme parfois, comme ça arrive parfois, souvent le deuxième choix de tout le monde devient pour le premier du collectif. Et donc c'est là où on a fini par atterrir. Et donc on a fait on est arrivé ici en décembre 2011. Et on est tout de suite arrivé dans ces bâtiments là, dans le quartier de la Création, près de l'Éléphant. Oui, et puis j'imagine que le quartier où vous êtes installé ici à Nantes ne devait pas être autant développé économiquement parlant, culturellement parlant à l'époque. Le quartier était c'est vrai qu'il était moins animé qu'aujourd'hui, mais on a vite vu qu'il était prometteur, on nous en parlait, on a vite rencontré la Samoa qui nous a parlé de tous les projets qu'il y avait autour de ce quartier-là. Et puis il y a une chose hyper importante à Nantes, qui est qu'il y a une culture de l'accueil qu'il n'y a pas ailleurs. Et alors, t'en parlais tout à l'heure, l'une des particularités de Rosemood, c'est d'avoir votre propre imprimerie maison. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Comment c'est venu cette idée d'internaliser ? C'est marrant, c'est en arrivant à Nantes. C'était notre premier locaux à nous, tout seul. Et donc, quand on a des locaux à soi tout seul, il faut prendre une assurance, un contrat d'élec, et il faut prendre un photocopieur. Et donc, on est en décembre 2011, janvier 2012, on vient d'arriver, et je rencontre une commerciale de Canon, à qui j'achète un photocopieur d'occasion. Et elle me demande ce qu'on fait. Je lui dis des faire-part. Elle me dit très bien, c'est quoi vos machines ? Je lui dis nous on sous-traite, parce qu'à l'époque on sous-traitait. Et elle me dit vous savez, et je lui dis de toute façon on fera pas ça nous-mêmes, c'est beaucoup trop cher. Et elle me dit vous savez, non, vous devriez regarder, il y a des machines, c'est pas si cher. Ah bon ? Et il se trouve qu'elle avait raison. C'est grâce à cette conversation que j'ai réalisé qu'il fallait se poser la question. Sinon, tout bêtement, je ne me serais jamais posé la question et on aurait peut-être décalé le projet de 2, 3, 4 ans, tu vois. C'est vraiment le pur hasard, quoi. Et donc, on regarde le sujet et à l'automne 2012, donc tu vois, 6-8 mois après, on prend la décision d'internaliser. Donc, quand tu prends cette décision, en fait, tu signes pour acheter des machines qui vont être livrées 4 à 6 mois plus tard. Et puis, on s'est mis en recherche d'un local d'impression, un local, et qu'on a donc pris à Treillères, dans lequel on a fait des travaux pour qu'ils puissent accueillir notre matériel d'impression, et puis d'une équipe. On a internalisé 100% de la prod à partir de l'été 2013. Donc tu vois, c'est un projet qui, entre la décision à l'automne 2012 et 100% de l'internalisation à l'été 2013, ça a pris un peu moins d'un an. Après, d'un point de vue risque financier, c'est pas très compliqué, c'est assez sécurisé parce que en fait tu es ton propre client, donc tu sais précisément quel est le volume que tu veux envoyer à tes machines, donc tu connais très bien le volume minimum qu'il faut que tu envoies pour amortir tes machines, donc ça c'était sous contrôle. Après il fallait contrôler la qualité, etc. Bon voilà, c'est les machines et 2 surtout l'équipe. Et alors du coup je voudrais m'attarder un peu sur cette partie production. Je voudrais savoir en fait où vous sourcez vos papiers. Nos papiers, à une époque, on se sourçait en Angleterre, en Italie et aux États-Unis. Et maintenant, on est en train de se sourcer principalement en Europe pour réduire justement les coûts de transport, enfin les coûts, les émissions de CO2 liées au transport. Et donc, on se source en Angleterre et en Italie principalement. Bon, alors comme tu le sais, j'ai sondé les auditeurs de Rayonnante pour savoir quelles questions ils te poseraient. On en a parlé tout à l'heure en off avant d'enregistrer. Et figure-toi qu'il y a une question qui est souvent revenue, c'est vos engagements d'un point de vue environnemental, puisque finalement l'industrie du papier est souvent critiquée pour son impact sur l'environnement. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point-là ? Bon, déjà, tous nos papiers viennent de forêts qui sont gérées de manière durable et éco-responsable. Ça, c'est clé. Mais, enfin, tous les papetiers le font, hein, mais c'est quand même la base, mais on le fait évidemment. Ensuite, il y a quelque chose qu'on fait depuis 2016, c'est qu'on compense toutes nos émissions carbone. Donc ça veut dire que on a fait un premier audit en 2016. On a calculé ce qu'on émettait en CO2 et on le compense en finançant des associations qui plantent des arbres. Bon, ça n'a rien de très original. Il y a beaucoup à redire là-dessus évidemment, mais au moins on fait ça. Et donc on le fait depuis 2016 et on s'interroge, il est très probable que tout ce qu'on a émis comme CO2 entre 2010 et 2015, du coup, qui sont des années qu'on n'a pas compensées jusqu'ici, eh bien qu'on règle cette dette de manière définitive dans les années à venir. Comme c'est un investissement qui est assez important, il est probable qu'on l'étale sur plusieurs années, mais au moins on pourra dire que Rosemood n'a pas émis de CO2. Au moins en théorie. Après, je suis tout à fait ouvert à la discussion sur ce genre de méthode qui n'est jamais parfaite, mais au moins on fait ça. Et puis il y a une chose qu'on fait aussi qui est très importante, c'est qu'on regarde les émissions de CO2 sur toute la chaîne.
Et en théorie, tu es censé ne compenser les émissions de CO2 que du CO2 que tu émets toi-même, que par la production que tu génères, que par le produit que tu crées. Et nous, on regarde aussi ce que font nos fournisseurs. Et si nos fournisseurs compensent, on ne compense pas. Mais si nos fournisseurs ne compensent pas, alors on compense à leur place. Et ça, c'est assez exceptionnel. Je pense, enfin, il y en a, mais on tient à ce que sur l'ensemble de notre chaîne, eh bien, il n'y ait pas il y ait pas d'émissions carbone. Voilà, sur Terre, tout simplement. Et puis alors après, comment est-ce on finance donc des associations? La première, c'était une association qui était au Congo, qui militait contre la déforestation, qui aussi plantait, puis ensuite qui avait aussi un programme d'aide à la scolarisation. Et puis maintenant, on a changé d'association. Maintenant, on est passé avec Trination, qui permet peut-être de tracer un peu mieux les actions de reforestation qu'elle opère. Voilà. Voilà. Ensuite, ça c'est vraiment notre principal engagement environnemental, mais on doit et on peut mieux faire parce que maintenant qu'on compense, l'idée c'est aussi de baisser, de baisser les émissions en faisant les choses différemment. Donc on peut progresser au niveau de l'utilisation de nos outils informatiques, notamment le stockage des photos de nos clients. On ne se rend pas compte, mais ça émet une quantité de CO2 hallucinante. Donc là, il faut qu'on progresse là-dessus. C'est pas très compliqué, donc on est en train de travailler dessus. On doit travailler aussi on utilise encore un peu de matière plastique dans certains de nos emballages, tout ça pour protéger nos produits, mais parce que en fait on avait fait des tests avec d'autres types de matières et en fait on se rend compte que derrière les produits arrivent abîmés, donc on n'a pas toujours trouvé des choses plus éco-responsables mais qui protègent efficacement le produit. Donc là on est aussi en train de travailler là-dessus, mais c'est pas toujours évident et parfois c'est assez compliqué d'expliquer par exemple à des clients qui sont concernés par ça, de leur dire oui c'est vrai, là dans l'enveloppe qui accompagne, enfin dans laquelle est votre album photo, eh bien c'est vrai qu'il y a du papier bulle, donc c'est vrai que c'est pas terrible, je suis d'accord, c'est du plastique, mais d'un autre côté sachez que du coup on a évité une réimpression, on a évité un deuxième envoi et donc au final le bilan carbone de tout ça c'est plutôt positif. Ouais, l'équilibre est positif, mais bon, ce serait quand même mieux de trouver d'autres manières de faire. Voilà. Et puis on finance des associations aussi, mais ça c'est pas sur le côté écolo, mais on finance des associations pour notamment, une qui s'appelle Break Poverty, dont le but est de lutter contre la grande pauvreté, et donc parce qu'on est persuadé, et je suis intimement persuadé un des grands maux du monde dans lequel on vit, c'est aussi les inégalités, tout simplement, et c'est hyper important de les réduire du mieux possible. Et c'est une association qui, je trouve, travaille très intelligemment dans justement la réduction des inégalités, en s'attaquant au problème à la source, et donc on les aide. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter comment est-ce que vous avez vécu l'année 2020 ? Cette année 2020, quand même, elle nous a tous un peu fatigués. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a eu le Covid, mais ça, c'est pour tout le monde. Il y a eu cette angoisse, il y a eu cette baisse de chiffre d'affaires sur des business importants pour nous. Et puis, il y a eu en même temps ce travail acharné pour sortir de nouveaux produits pour compenser cette baisse. Et pour se préparer à Noël et pour affronter le pic des Noëls qui arrivait, pour pareil, bien réussir Noël en album photo et compenser la baisse qu'on allait avoir, qu'on rencontrait en mariage et en naissance. Le premier confinement, c'était, moi ça a été, pour tout le monde, mais déjà, il y a eu la sidération. Ensuite, pendant 2 semaines, on ne sait pas trop quoi faire. On est complètement paumé. Donc nous, on a fermé notre atelier, parce qu'on ne savait pas quel était le degré de dangerosité de ce virus et comment la contamination se passait. Donc on a fermé l'atelier, au contraire de nos concurrents qui ne les ont pas fermés, mais nous on a préféré le fermer de manière préventive et aussi pour réfléchir au bon process à mettre en place pour travailler ensuite dans un environnement d'épidémie, de pandémie, quoi, tout simplement. Donc heureusement qu'on a rouvert derrière, on a annoncé qu'on super accueil à nouveau, on a expliqué ce qu'on faisait. Et c'est vrai que là, c'était une période du premier confinement où il y avait
à la fois il y a eu beaucoup de sidération et beaucoup d'angoisse, mais aussi peut-être un peu plus d'insouciance pendant ce premier confinement printanier que dans le deuxième et peut-être le troisième qui nous pend au nez, là, au moins à Paris. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que les gens ils ont rangé leur appart ou leur maison, ils ont regardé Netflix et puis ils ont trié leurs photos et ils ont fait plein d'albums. Et on a vendu autant d'albums à ce moment-là qu'au Noël précédent, c'était du délire. Et nous, à l'atelier, on était autant au Noël précédent, on était en 2-8 en équipe prêt à affronter Noël. Autant à ce moment-là, au printemps pendant le confinement, on était en équipe normale, quoi, en 1-8 avec des volumes équivalents, avec des process ralentis parce que c'était il fallait faire gaffe à ce qu'on faisait, quoi. Et donc chapeau aux équipes parce que on a réussi à s'en sortir et ça c'était incroyable. Et donc tout ça pour dire qu'après ce printemps quand même pas évident, plein d'angoisse et ensuite plein de boulot et ensuite l'été, l'automne pendant lequel on a sorti toutes ces nouveautés, on est quand même sorti de cette année un peu rincé depuis le début du mois de janvier, non pas qu'on se repose, mais on souffle et puis on voit ce qu'il faut qu'on consolide, et ce qu'il faut qu'on renforce, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a sorties à l'arrache et qu'il faut qu'on corrige derrière. Voilà. Et alors, si on reste sur cette thématique de projets et d'enjeux à venir, est-ce que tu pourrais justement nous dire quels sont les prochains challenges pour Rosemood ? Nous, on est présents en France, en Allemagne et au UK. Ces 3 pays ont la totalité de notre offre. Et en fait, on se rend compte que c'est un peu compliqué de vendre à l'étranger l'offre faire-part. Parce qu'en fait, c'est un produit où la culture l'emporte sur le produit. Et donc, c'est pas le même produit en Allemagne, en Angleterre, en France, en Espagne, en Italie, parce que les usages sont pas les mêmes, les goûts sont pas les mêmes. Il y a un pays où on va faire beaucoup de faire-part de mariage, d'autres on va faire des cartes de remerciement naissance, l'autre on va faire des faire-part de naissance, les formats sont pas les mêmes. Il y a plein de subtilités culturelles locales qui font que l'offre n'est pas tout à fait la même, voire pas du tout la même. Et donc le travail pour créer une nouvelle offre pour chaque pays, il est colossal. C'est comme si Playmobil faisait une collection différente par pays. Non mais laisse tomber. Et donc il faut être sûr de son coup quand tu lances une collection dans un pays. Alors que sur les albums photos, les calendriers, les tirages, les carnets, c'est une offre qui est plus homogène, au moins au sein de l'Union européenne. Et donc tu peux te permettre plus facilement de la proposer à d'autres pays. L'offre qu'on a aujourd'hui en France, en Allemagne, au UK sur ces produits-là, on peut plus facilement la proposer aux autres pays. Et donc c'est ce qu'on va faire. Alors j'ai pas de calendrier précis encore, parce qu'on est vraiment encore dans une phase de consolidation, de s'assurer que tout est sous contrôle avant de refiler un petit coup de boost, quoi. Et puis aussi on va aussi continuer à innover d'un point de vue produit en se basant sur nos capacités de production, sur notre capacité d'innovation, sur l'équipe qu'on a qui est capable de créer des super beaux produits, de sourcer des beaux matériaux. Dès lors qu'on peut apporter à une famille ou à des personnes, des amis, des beaux objets imprimés, personnalisables, qui les aident à se remémorer ou à revivre des moments heureux, voilà, on est content. Donc pour résumer, votre challenge, c'est l'internationalisation et poursuivre la diversification de votre offre. Alors consolider l'offre actuelle d'abord, étape numéro 1. Ensuite, continuer à la diversifier, c'est sûr. Donc on a pas mal on a des projets soit moyen terme, soit plus long terme. Il y a se diversifier évidemment à l'international. Et puis aussi, on a un sujet digital avec il faut qu'on soit meilleur il faut qu'on soit meilleur. Il faut qu'on continue notre migration vers le mobile, parce qu'aujourd'hui, on s'est beaucoup développé sur l'ordi, nous. Au départ, on n'avait pas d'appli. On a lancé une appli avec la sortie des albums photos. Et maintenant, cette appli, on est en train de lui intégrer tous nos produits. Donc les faire-part, les calendriers, etc. Et c'est important qu'on migre une bonne partie de notre offre et de nos ventes sur le mobile, évidemment. Et j'ai une autre question qui me vient en tête. En fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui annoncent leur mariage, la naissance de leurs enfants sur des groupes, que ce soit des groupes WhatsApp, que ce soit des groupes Facebook. Est-ce que finalement, ça vous fait poser des questions ? Est-ce que annoncer un événement sur du papier, ce n'est pas une tradition qui se perd ? C'est évidemment une vraie question. Ça, c'est sûr. C'est aussi c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé dans les albums photos. C'est-à-dire que les albums photos, c'est un produit qui est né avec le digital, qui est né avec la multiplication des photos et de l'abondance de celles-ci. Et donc, c'est pas un produit qui va mourir avec le digital, au contraire, puisqu'il est né avec. Et donc, il va continuer avec. Alors que c'est vrai que les faire-part, c'est légitime de se poser la question, quoi. Est-ce qu'ils vont perdurer ?
Bon, alors, on est en 2020, le digital, ça existe quand même depuis plus de 20 ans. Enfin, depuis 25 ans, on a le web chez nous, donc les faire-part sont toujours là. Nous, on constate alors à part l'année dernière, mais on constate sinon tous les ans une croissance, même en France, ouais, de nos ventes, que ce soit en faire-part de naissance ou de mariage. Donc nous, de notre point de vue, ça continue à fonctionner. Après, on est bien conscient qu'il y a, ouais, il est possible qu'un jour, les usages changent, quoi. C'est possible. Ce qu'on se dit quand même, c'est que depuis 25 ans que le web existe, les faire-part sont toujours là, que ça reste un événement tellement particulier qui t'arrive tellement peu de fois dans ta vie que tu as envie de marquer le coup. Et il y a des gens encore aujourd'hui qui ont envie de marquer le coup, même dans les jeunes générations, même dans les très jeunes générations, avec un attachement très fort au papier. À partir du moment où tu le fais aussi de manière responsable, cet attachement au papier très fort et cette volonté de marquer le coup fait que aujourd'hui les gens continuent à faire des faire-part de naissance et de mariage. En plus, nous, on vise une clientèle, enfin, on a un produit plutôt haut de gamme, premium, et qui, je pense, sera moins attaqué par une digitalisation qu'un faire-part un peu lambda, banal, cheap, dans lequel tu te retrouves pas avec un papier moche que tu l'as entre les mains, il est tout pourri, et donc tu dis autant faire ça sur WhatsApp, c'est sûr, évidemment. Mais nous, le ressenti papier qu'on a, le soin qu'on met dans la retouche de la photo, dans la retouche de la mise en page, ça c'est quelque chose qui est pas du tout, je pense, transmissible à des SMS ou à des gifs animés qu'on envoie sur WhatsApp. C'est pas du tout la même sensation, c'est pas du tout le même message que tu envoies à tes proches. Donc oui, je pense que ça va perdurer. Tu vois, je suis plus, non pas forcément inquiet, mais il y a quelque chose qui peut nous impacter, par exemple, plus, c'est l'augmentation du prix du timbre. C'est une connerie, hein. Mais depuis des années, le courrier baissant drastiquement, eh bien, le prix du timbre augmente beaucoup. Et c'est vrai que c'est un sujet pour nos clients, parce que ça devient plus cher pour eux d'acheter un timbre qu'un faire-part. Et alors, j'avais une question à te poser sur ta casquette de dirigeant d'entreprise. Je me demandais quels étaient, selon toi, les talents, les compétences qui sont nécessaires pour diriger une entreprise comme celle-ci aujourd'hui. Moi, j'ai des qualités sur certains sujets, donc c'est celle-là que j'utilise pour diriger la boîte, mais il y en a plein qui ont plein d'autres qualités et qui dirigent très bien leur boîte aussi, tu vois. Mais alors, je l'ai déjà dit une fois, mais je pense qu'il faut être, enfin, en tout cas chez nous, c'est important d'être gentil et pour accompagner et tes clients et tes équipes. Et en fait, ça veut dire aussi se mettre à la place de tous les autres. Donc se mettre à la place de tes clients pour vraiment anticiper anticiper leurs besoins, comprendre leurs plaintes, comprendre leurs déceptions, y remédier, vraiment se mettre à leur place. Ça, et c'est une qualité essentielle, ça. Et se mettre à la place de tes équipes aussi, de tous ceux avec qui tu bosses, pour comprendre leurs enjeux, pareil, anticiper leurs difficultés. Comprendre pourquoi ils ont réussi, comprendre pourquoi ils se sont trompés et donc réagir en conséquence. Et ensuite, quand tu diriges une boîte, forcément tu produis de moins en moins et tu fais produire, enfin c'est les autres qui produisent pour toi ou pour d'autres. Et c'est pas pour autant que, enfin, ça revient à se mettre à la place des autres, mais là ça revient à se mettre dans le sujet des autres. Ça c'est vachement important de quand on te soumet quelque chose, d'essayer d'être le plus focus possible pour comprendre du mieux possible le sujet qu'on t'a présenté et d'être capable d'y apporter une réponse ou de la valeur ajoutée ou du challenge. Donc c'est le troisième truc, peut-être le plus important, j'aurais dû commencer par ça, c'est s'entourer de gens qui, eux, ont ces compétences que toi tu n'as. Parce que j'ai fait un peu le fil conducteur de moi, mon cheminement, quoi. Mais c'est de s'entourer de personnes qui ont ces capacités, ces compétences que toi, tu n'as pas, et en qui tu as confiance les yeux fermés. Donc cette confiance, soit elle se sent tout de suite, soit elle s'acquiert au fil des mois, ça dépend des profils, ça peut dépendre des parcours. Mais c'est cette capacité à s'entourer, ouais, c'est ça, je dirais que c'est l'essentiel, quoi, tout simplement. Mais c'est vachement dur, hein, c'est chaud. Et comment est-ce que tu te fais accompagner dans ton rôle de dirigeant? Comment est-ce que tu te fais former, tu vois? Est-ce que tu as des mentors, des modèles? Et moi, j'ai rencontré pas mal de dirigeants du coin, ici, et qui sont des copains. Certains d'entre eux sont des vrais copains, et donc on se voit de temps en temps, et c'est hyper enrichissant. Ensuite, au début, moi, je ne me faisais pas du tout ni coacher ni former. Et puis, à un moment,
justement au moment de l'investissement dans les albums photos, où du coup on a trop investi, où on gagnait plus d'argent, où les ventes d'albums à ces fameux été 2018 n'avançaient pas du tout. Et donc, non pas que c'était le cauchemar, mais franchement, c'était pas la joie, quoi. Et donc, j'ai mis en place, à l'initiative aussi d'un de mes actionnaires qui a investi dans la deuxième levée de fonds, Olivier, on a mis en place un comité stratégique. On appelle ça un comité stratégique, c'est un nom bien pompeux, mais en tout cas, c'est 4 personnes extérieures à la boîte que je rencontre tous les 2 mois et qui sont hyper fortiches. Bien plus fortiches que moi qui m'aident, quoi. C'est à peu près tout, mais je sais que c'est des trucs que je serais ouvert à faire plus que ça, parce que tu vois, je sais qu'il y a pas mal de dirigeants qui ont des coachs ou qui suivent des programmes un peu plus aboutis de formation, et ça c'est un truc que je fais sans doute pas suffisamment, et c'est peut-être une connerie pour la boîte, donc à voir. Et alors une autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que tu aurais des conseils ou alors des phrases clés que tu souhaiterais nous partager, qui pourraient aider d'autres entrepreneurs qui souhaitent se lancer, ou alors des dirigeants qui sont à la tête de leurs entreprises aujourd'hui? Pas y aller seul, ça c'est... nous on a tiré être à 2 puis à 3, c'était génial et essentiel, et maintenant on est à 7 avec le CODIR, et puis une vingtaine avec tous les managers, et puis j'élargis à tout Rosemood à la centaine de personnes, parce que c'est vrai c'est ce collectif qui fait que ça fonctionne très bien aujourd'hui, quoi. Donc ce qu'on a vécu là pendant l'année Covid par exemple, si c'est 100 personnes, voilà, donc c'est vraiment s'entourer. Ensuite, c'est une connerie que je racontais avant, mais moi, il y a eu une période pendant laquelle j'avais plus du tout de sous. J'avais claqué mon chômage et j'avais pas encore de salaire côté Rosemood, et donc j'ai vécu 1 an sans aucune ressource, et je n'ai vécu que par la grâce de mes économies que j'avais eues grâce au BCG, parce qu'au BCG on était hyper bien payé, et donc j'avais gardé des sous de cette époque, et donc j'ai dépensé ces sous pendant une année avant de toucher mon premier salaire chez Rosemood. Et j'avais hésité aussi à cette même époque, enfin, avant du coup, à acheter un appart à Paris. Et si j'avais acheté cet appart à Paris, eh ben, je pense que j'aurais mis toutes mes économies dedans, et que du coup, à la fin de mon chômage côté Rosemood, eh ben, j'aurais arrêté. Parce que j'aurais dit, bah non, j'ai plus de sous, il faut que je rembourse mon appart, et sinon je suis à la rue, donc j'arrête. Et donc je dis souvent, à moins que vous ayez plein de sous, d'un héritage ou autre, et dans ce cas, tant mieux pour vous, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de honte à ça. Mais sinon, n'achetez pas d'immobilier, parce que sinon ça va vous mettre trop de contraintes. Bon, voilà, parce que souvent les gens se précipitent là-dessus. Et ensuite, bon, après, pourquoi pas se trouver aussi 2-3 personnes, ou même une, mais qui puissent vous servir, que vous puissiez voir tous les 2 mois, tous les 3 mois, qui puissent vous challenger sur est-ce que le marché existe, est-ce que vous y prenez bien, qui puissent vous suivre, quoi. Ça, ça a vachement de valeur. Voilà. Et après, je pense que vraiment, moi, ce que je me disais, toute idée mérite d'être testée, enfin, vraiment. Et donc, c'est en testant qu'on voit si elle est bonne ou pas. Et puis ensuite, les chemins peuvent être vraiment tellement différents. Moi, de toute façon, quand on faisait notre histoire de carnet du jour, là, et qu'on galérait complètement et qu'on faisait rien, allez, déjà, je goûtais cette liberté, j'appréciais vachement le fait de pouvoir avoir tout mon temps, non pas libre parce que je travaillais, mais tout mon temps disponible pour mes projets, ce qui n'était pas le cas avant, parce que je passais beaucoup de temps dans des réunions, par exemple, des choses comme ça, pas toujours très productives ou utiles, et donc je touchais du doigt pour la première fois de ma vie le fait d'avoir une journée entière à ma propre disposition. Et donc je me disais qu'avec tout ce temps-là, de toute façon, si mon truc marchait pas, j'allais faire autre chose. Ah ouais, non mais j'aurais pu ouvrir n'importe quoi, un resto, un pressing, une boucherie, quoi, vraiment. Et je me disais à l'époque, et je le pense toujours, enfin c'est une banalité là encore, mais que il suffit, entre guillemets, de prendre un marché qui existe, qui a une certaine, enfin, où il y a des produits, des concurrents, des clients, tout, et il suffit de faire quelque chose avec son cœur, avec honnêteté, avec compétence. C'est vraiment pas compliqué, et vous aurez toujours des clients. Et après, est-ce que vous en aurez 1, 10, 100, 10 000, j'en sais rien, mais c'est sûr que vous en aurez suffisamment pour vivre, parce que c'est un marché qui existe. Donc comme c'est un marché qui existe, il fait vivre des gens, et donc vous ferez les choses aussi bien que vos concurrents, si ce n'est mieux. Ensuite, gérez vos coûts pour en avoir moins que le chiffre d'affaires.
Et c'est bon. Donc je suis persuadé que c'est très simple. Après, la capacité à innover, la capacité à trouver non pas 10 000 mais 100 000 ou 1 million de clients, c'est autre chose. Mais acquérir cette liberté et de vivre de son projet, je suis persuadé que c'est pas si compliqué que ça, dès lors qu'on y met du cœur, de l'honnêteté et un peu de temps. Alors on va s'arrêter là parce que le temps file, malheureusement. Mais j'ai une dernière question pour toi avant de te quitter. Au départ, tu nous disais que l'idée était de s'installer à Nantes pour 3 ans. Et pour autant, vous êtes toujours là aujourd'hui. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que toi, à titre personnel, tu apprécies dans cette ville ? Je pense que ce que j'aime par-dessus tout, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'accueil. Vraiment. Ouais, la grande ouverture d'esprit, la culture de l'accueil des uns et des autres, de tout le monde. Le fait que tu aies un brassage, enfin, il y a les Nantais d'origine et puis dont tu fais partie, et puis les gens qui ont débarqué ici et dont plutôt je fais plus tard, dont moi je fais partie. Et c'est vrai que ça permet tout de suite de te sociabiliser, de t'ancrer dans la ville. Et voilà. Ensuite, il y a le dynamisme, forcément, ça c'est sûr, à la fois culturel, urbain, architectural, politique, économique, qui est vraiment hyper porteur. Et tu vois, même cette culture de l'accueil, elle a été jusqu'à nous, la ville. Elle nous a accueillis en tant que Rosemood. C'est pas juste moi, Grégoire, j'ai été accueilli par des copains, etc. Ça oui, mais la ville nous a vraiment accueillis aussi. Quand on est arrivé, la ville nous a dit bienvenue, alors qu'on était une petite boîte de 15 personnes. On pourrait s'en foutre complètement, et non, pas du tout. En tout cas, moi je me suis dit, tiens, c'est chouette, ils nous accueillent, et puis si on le souhaite, on peut s'intégrer à la vie économique de la ville, à la vie de la cité, entre guillemets. C'est-à-dire que on te dit, tu viens d'arriver, tu peux participer à tel groupe de travail que la métropole organise pour réfléchir à l'attractivité de la ville dans les 5-10 prochaines années. Est-ce que tu veux? Oui, non. Si tu veux pas, c'est pas grave. Et si tu veux bien, bienvenue. Et donc, c'est génial de se voir proposer ce genre d'activité, ce genre de réflexion collective, parce que dans une grande ville comme Paris, évidemment, c'était pas possible. Lyon, j'en sais rien, mais en tout cas à Nantes, je ne sais pas si c'est possible ailleurs, mais à Nantes, ça l'est. Et ça, je trouve ça remarquable, qu'il y a cette intégration à la fois individuelle et puis cette intégration économique à l'initiative et du monde économique et du monde politique. Et ça, je trouve ça chapeau. D'avoir construit ça, c'est vachement bien. Et tu vois là, la ville par exemple, nous on est dans ce bâtiment du quartier de la création et qui va devenir trop petit pour nous à terme. Et la ville, à une époque, moi j'allais voir la Samoa. Donc la Samoa, c'est l'organisme qui gère l'urbanisme de l'île de Nantes. Et je suis allé les voir pour leur dire, nous il nous faut un prochain. On veut rester sur l'île de Nantes. On adore le quartier de la création, on veut rester ici. Et en revanche, il nous faut un nouvel immeuble et puis on voudrait mettre notre atelier ici. Enfin, on voudrait tout mettre au même endroit, quoi. Bon, il s'avère que mettre l'atelier en centre-ville, ça c'est pas possible parce que c'est pas pertinent. Bref, une mauvaise idée. Mais grâce à cette ouverture, grâce à cette écoute, grâce aux gens que j'ai rencontrés, eh bien, il y a un projet qui va se faire d'un immeuble pour Rosemood, dont la construction va commencer dans quelques mois, tout près d'ici. Génial, canon, avec en plus, pareil, une volonté d'éco-responsabilité assez forte, une architecture qui va être hyper belle, et puis une colocation entre nos bureaux et puis des ateliers d'artisans au rez-de-chaussée, qui va être génial, qui va continuer à nous lier avec le monde créatif. Et ça, c'est un projet, mais quand j'en parle, je connais pas d'équivalent, quoi, d'être soutenu à ce point par une ville pour un projet d'entreprise. Super, et on va s'arrêter là, Grégoire. En tout cas, un grand merci pour la qualité de notre échange, c'était très riche, et merci pour le temps merci à toi. Que tu m'as donné aujourd'hui. À très bientôt, Grégoire. Ouais, à bientôt, merci. Merci pour votre écoute. J'espère que ma discussion avec Grégoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour suivre l'actualité de Rayonnante et me contacter, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, le compte Facebook et le compte Twitter du podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.